Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut déterminer le champ magnétique causé par une boucle de courant. Que ce soit une boucle simple ou une série de boucles ou encore une fraction de boucles, on va voir tous ces cas-là un à la suite de l'autre. Donc au dernier cours, on avait vu ensemble différentes situations où on voyait les champs magnétiques causés par des objets. On avait commencé par le champ magnétique causé par un fil infini ou du moins un fil très long qu'on peut approximer comme étant infini. On a vu également comment est-ce qu'on peut déterminer le champ magnétique causé par un fil de longueur finie. Et pour ça, on avait utilisé un théorème, on avait utilisé la loi de Biot-Savart qui nous donnait le champ magnétique causé par une petite particule, on le met entre guillemets, là, donc un petit élément de fil qui porte un certain courant. Donc c'était notre outil de base pour être en mesure de trouver le champ magnétique d'un objet plus complexe qu'un fil infini. On va donc pouvoir se lancer avec notre étude d'aujourd'hui pour un nouveau cas. On élargit comme ça notre banque d'objets, en plus d'être en mesure de calculer le champ magnétique causé par un long fil infini, le champ magnétique causé par un fil rectiligne fini. Là, on va regarder comment est-ce qu'on peut déterminer le champ magnétique pour un fil courbé pour trouver en fait un segment ou encore une boucle complète circulaire de fil. Donc lançons-nous. Au cœur du sujet. Donc notre question, je vous le rappelle, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le champ magnétique produit par une boucle de courant. On va étudier trois cas. Le premier, si j'ai une boucle ici fermée, comment est-ce que je peux déterminer le champ magnétique sur l'axe perpendiculaire? On va voir en fait qu'on va avoir une équation, nous, qui va s'intéresser uniquement à l'axe central. On n'ira pas regarder qu'est-ce qui se passe aux alentours, tout simplement parce que les calculs pour ça seraient beaucoup plus compliqués. On va voir ensuite qu'est-ce qui se passe si on a une bobine comprenant plusieurs spires. On va voir en fait qu'on va pouvoir se servir du résultat du premier pour trouver facilement une équation dans ce cas-là. Donc lorsque j'ai plusieurs tours de fil faits un à côté de l'autre. Et finalement, on va voir qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas un cercle entier, mais que ce qu'on a, c'est plutôt seulement un segment de fil. Comment est-ce qu'on peut déterminer le champ magnétique causé par cela? Donc lançons-nous tout d'abord avec le premier des trois cas, celui d'une boucle de courant fermée avec un seul tour fait. Donc dans ce cas-ci, on peut remarquer que notre champ magnétique va ressembler beaucoup à celui d'un aimant. Donc on va avoir comme ça des boucles de courant qui vont se former, des boucles de champ magnétique, qui vont se former de part et d'autre et qui vont avoir une direction. Je vous avais dit au tout début de la section, lorsqu'on avait un aimant, que les champs magnétiques partait d'un pôle nord, se rendait à un pôle sud et qu'à l'intérieur de l'aimant, il parcourait du pôle sud vers le pôle nord. Donc on a une figure ici très semblable à celle de mon aimant. On peut remarquer que le champ magnétique va être donc orienté dans différentes directions un petit peu partout, mais que le champ magnétique au centre est assez facile à prévoir. Du moins, la direction de ce champ magnétique-là va être relativement facile. Il va toujours être orienté selon l'axe perpendiculaire. Donc, ce qui est logique par symétrie, au centre, il serait illogique d'avoir un champ magnétique qui serait orienté de part ou d'autre de ma boucle. Mais comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour déterminer le module de ce champ-là? Là, on a vu un petit peu comment est-ce qu'on peut déterminer la direction générale. On va voir à la toute fin comment est-ce qu'on peut déterminer si le champ magnétique va vers le haut ou vers le bas. On va avoir une version modifiée de la règle de la main droite qui va nous permettre de trouver ça. Mais comment est-ce que je peux trouver la norme du champ magnétique à un de ces points-là le long de l'axe? Bien, on va avoir besoin de faire un petit peu de géométrie, quelques petites notions de calcul intégral et beaucoup de raisonnement à l'aide de notre loi de Biot-Savart ici. Donc, on va repartir de notre loi de Biot-Savart qui, je vous le rappelle, nous donnait la contribution au champ magnétique d'un petit élément de fil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord séparer notre fil en tout petits morceaux infinitésimaux de fil. On va chercher quelle est la contribution au champ magnétique de chacun de ces petits bouts de fil-là. Et ensuite, on va faire la somme de tous ces champs magnétiques-là. Donc, je vais regarder quel est le champ magnétique causé par un tout petit bout de fil d'une longueur infinitésimale, d'une longueur dl. La formule qui nous donne ça, c'est notre loi de Biot-Savart,
qui s'énonçait comme ça. Hein? dB1 ou dB est égal à mu0 fois I divisé par 4pi. Donc, une constante fois notre courant circulant dans le fil fois dl, mon élément de longueur. Sinus de θ, ici, on fait très attention, on a un angle, il faut bien se référer à quel angle on a. C'est l'angle entre la droite qui est au prolongement de ce segment de fil-là et mon point. Donc, ce n'est pas n'importe quel angle, hein, c'est l'angle sous-tendu ici entre la droite et le point en question, divisé par la distance entre le segment de fil et le point P. Donc, si je remets ça ici dans ma situation, imaginons que j'ai un petit élément de fil DL1 ici, donc causé par le segment de fil complètement à droite de ma boucle. À ce moment-là, je peux calculer ma loi de Biot-Savart pour cet élément-là. C'est là qu'on va l'appeler dB1. J'ai donc tous mes éléments, mes constantes, je n'ai pas à m'en soucier. Le courant, on va simplement poser que j'ai un courant I dans ma boucle. Et le courant I va être le même partout dans la boucle. Donc, c'est un petit peu comme un circuit en série. Hein? Je n'ai pas de raison d'avoir un courant plus fort à un endroit qu'à un autre dans ce circuit-là. Fois dl, donc la longueur de ce segment de fil-là, fois le sinus de θ. Ici, θ étant l'angle entre la droite qui prolonge mon fil et mon point P. Le point P d'étude ici, on a posé qu'il va être le long de l'axe central. C'est le point où je m'intéresse. Parce que n'importe quoi à l'extérieur serait beaucoup plus difficile à calculer. Donc, je suis sur le long de mon axe, mais à un point quelconque. À mon point P, je sais que l'angle entre I et le segment P, ou plutôt entre la droite qui prolonge I et le point P, va toujours être 90 degrés. On le voit un petit peu plus facilement, par exemple, si on regarde le segment 4 ici. À mon fil, la ligne droite qui prolonge mon fil serait ici de gauche à droite. Et l'angle entre cette droite-là et mon segment, voyons voir si je peux peut-être le dessiner. Donc l'angle entre le segment qui prolonge à mon segment infinitésimal de fil ici, cette droite-ci, et la droite qui rejoint ce segment de fil-là au point P, ça va être à 90 degrés. Toujours. Et ça, ce serait vrai pour n'importe quel segment de fil. Évidemment, la droite tangente à mon fil va se déplacer, mais je vais toujours avoir cette relation-là, ce 90 degrés-là qui va être maintenu. Le segment R va également être le même partout autour du fil. Donc, j'ai le même I, les mêmes constantes, le même R et le même θ partout. Bref, j'ai le même élément dB pour ce qui est de la norme de la force. Ensuite, je peux déterminer la direction de cette force-là à l'aide de ma règle de la main droite. On se rappelle, dans ma loi de Biot-Savart, je disais que je faisais ma règle de la main droite avec le segment un peu comme si c'était un fil plein. Et je trouvais donc que pour le courant tel qu'il était indiqué, j'aurais des courants entrants partout ici. Juste revérifier, oui. Et des courants sortants partout de l'autre côté. C'est toujours perpendiculaire à mon fil. Donc ici, si je fais ma règle à main droite avec mon courant I, le courant I entre dans la page. Donc I1 entre dans la page. Ce qui fait qu'avec ma règle à main droite, je trouve que mon champ magnétique dB1 va être vers, j'allais dire vers l'extérieur, mais ouais, vers l'extérieur, disons, du cône qui est formé ici, en maintenant toujours à un angle de 90 degrés, avec la droite qui rejoint le point P et le point I, parce que mon champ magnétique est toujours perpendiculaire à la droite qui le rejoint. Donc ça ici, là, la direction de ce champ magnétique-là est déterminée à l'aide de ma règle de la main droite, encore une fois. Je vais avoir comme ça un champ magnétique pour chaque petit segment de fil. Ici, j'ai fait le calcul uniquement pour le petit segment de fil où passe mon courant I1 qui me donne ça ici. Mais tous ces segments-là vont avoir évidemment la même norme. Hein. Que ce soit le segment I1, le segment I2, le segment I3 ou le segment I4, il n'y a aucune des valeurs dans la formule qui change. Et donc, je vais avoir exactement la même norme de vecteur. La seule chose qui va changer étant sa direction. Donc, j'ai la première partie de ma démarche qui est complétée maintenant. La deuxième partie, ça va être d'essayer de faire la somme de tous ces petits éléments de champ magnétique-là.
Plus spécifiquement, hein, si je veux faire une somme d'un nombre infini d'éléments, ce que je vais faire, c'est l'intégrale. Et là, on peut regarder, on va vouloir décomposer notre problème en deux segments. On va avoir des segments de champ magnétique qui sont parallèles à ma boucle et des segments qui sont perpendiculaires à ma boucle. Pour mes segments parallèles, on va voir que pour chaque élément de fil qui me génère un champ magnétique de ce côté-ci, il va avoir un élément de fil qui va être situé exactement à l'opposé dans le cercle et qui va me générer un champ magnétique qui va être en direction, j'allais dire en direction opposée, mais qui va avoir une composante horizontale opposée à celle-ci. Donc ici, si je prends par exemple mon dB1 et mon dB3, ben, je vais voir que ma composante horizontale de ces deux vecteurs-là, lorsque je vais les additionner, va s'éliminer, mais la composante verticale, la composante perpendiculaire à ma boucle, elle va s'additionner. Donc, une façon mathématique d'écrire ça, là, ce serait de dire, je peux l'écrire en phrase, dire, ben, je sais que mes composantes horizontales vont s'éliminer 2 à 2 avec les deux parties de fil qui sont opposées à chaque fois, mais pas les parties verticales. Ou encore, je l'écris mathématiquement comme la composante, parallèle de mon champ magnétique, ça correspond à l'intégrale de toutes mes composantes parallèles, donc tout autour, et ça va me donner 0. Je suis personnellement plus fan de la première façon, donc uniquement la phrase là, serait suffisante pour justifier ici. C'est un petit argument de symétrie qui nous permet de trouver ça. D'autre part, je vais trouver que le résultat de mon champ magnétique total, donc la norme du champ magnétique total résultant, qui va évidemment pointer vers le haut, va être donné par la somme de toutes les petites composantes perpendiculaires de chacun de ces vecteurs-là. En se rappelant hein, que chacune de ces composantes-là est infinitésimale. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une infinité de vecteurs que je vais avoir une valeur infinie ici. Donc, je vais faire la somme de toutes les composantes perpendiculaires. Il me reste juste à trouver c'est quoi la formule qui me donne maintenant cette composante perpendiculaire-là. Je peux me référer à la figure qu'il y a juste ici ou à la figure qu'il y a ici. Là, j'ai indiqué un petit peu plus clairement, mais quoi qu'il en soit, la composante perpendiculaire, ça va être donné par la norme du champ magnétique causée par un petit élément de fil, donc mon dB1 que j'ai calculé tout à l'heure, fois le sinus de l'angle alpha. L'angle alpha étant l'angle ici, mais qui est le même que l'angle sous-tendu à cet endroit-ci. Donc si on regarde là, je peux regarder l'angle sous-tendu alpha. Ça ici, le segment vertical est perpendiculaire au segment horizontal, évidemment. Et mon vecteur dB1 est perpendiculaire à mon segment R. Donc, je peux déduire que mon angle ici est le même que l'angle sous-tendu ici. Donc, je vais maintenant vouloir exprimer toutes mes valeurs en fonction de alpha. Ça va être un petit peu plus simple de cette façon-là. Donc, évidemment, la composante dB, je peux trouver sa formule. On l'avait fait précédemment. On avait vu que hein, c'était ma loi de Biot-Savart avec sin de θ qui était sin de 90. Donc, on a pu l'enlever. Et on va vouloir faire un petit changement de variable pour exprimer maintenant toutes mes variables en fonction de alpha. Il se trouve que ici, mon courant ne dépend pas de alpha. Tout le reste, c'est des constantes ici. dL, la longueur de fil, ne va pas dépendre de alpha. Et la seule chose qui va dépendre de alpha, ça va être mon R, la distance entre mon segment de fil et le point qui m'intéresse. Donc, je vais maintenant faire mon changement de variable. Je sais que sin de alpha, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, grand R sur petit r. J'isole là-dedans. Et là, je vais faire mon changement de variable et venir faire mon intégrale à proprement parler. Donc, je sais que mon intégrale, ça va être mu0 fois i fois sin de alpha. Donc, le premier sin de alpha provenant de ma composante perpendiculaire. Et ensuite, tout ça fois 1 sur r carré. Donc ici, là, ça, c'est ce qui vient de mon 1 sur r carré qui a été changé de variable.
Ça ici étant mon dB fois sin de alpha, donc mon deuxième sin de alpha provient de là. Tout ça fois intégrale de dl. Donc, il va falloir que je fasse l'intégrale de tous les petits éléments de longueur que j'ai. Donc, si je fais la somme de tous les petits éléments de longueur que j'ai sur une boucle qui est circulaire, ben mon intégrale de la longueur autour du cercle va me donner 2πr. Donc, qui est simplement la circonférence du cercle, l'intégrale de toutes mes longueurs. Ça, c'est le résultat de l'intégrale de dl. Et je trouve finalement une réponse relativement simple. Donc, vous remarquerez ici également là, que j'ai fait mes changements de variables pour tout mettre en fonction de alpha, mais mon intégrale n'était pas en fonction d'alpha. Mon intégrale était en fonction de dl, ce qui fait en sorte que malgré le fait que j'ai des sin ici, sin fois sin, j'ai un sin à la 3, je n'ai pas besoin d'intégrer mon sin à la 3. Tout ça, c'était une constante par rapport à mon intégration. Et le résultat de mon intégrale, c'est simplement la longueur de la circonférence d'un cercle. Et voilà, je trouve finalement le résultat de mon champ magnétique au-dessus du fil, au-dessus de ma boucle de courant. Si je veux trouver le champ magnétique n'importe où au-dessus de ma boucle de courant, j'ai besoin de connaître le courant qui passe dans la boucle, I, le rayon de courbure de cette boucle-là, R, et l'angle sous-tendu ici. Et je vais avoir besoin de calculer le sinus 3 de alpha, là, qui est la même chose que sin de alpha à la 3. C'est juste une façon différente de l'écrire. Donc, je trouve la formule complète où alpha, c'est l'angle sous-tendu par la boucle. Je vous conseille, lorsque vous avez ces équations-là, de vous noter à quelque part en petit le schéma pour bien vous rappeler à quoi fait référence alpha. Ne vous faites pas prendre. Essayez pas de faire le calcul, évidemment, avec alpha qui serait l'angle en bas, par exemple, même si on vous le donne à l'examen. Il faut que vous preniez la bonne définition de alpha dans chaque problème. Un petit peu comme lorsqu'on utilisait Biot-Savart, il faut garder en tête clairement à quoi correspond mon θ, ou lorsque j'utilise ma loi de Biot-Savart, ben, pour un fil fini, ben, il faut savoir à quoi correspondent les angles sous-tendus, quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Ça fait partie d'éléments importants relatifs à la formule. Maintenant, si je suis dans le cas particulier où je suis au centre de ma boucle de courant. Donc là, ce qu'on avait vu, c'était pour n'importe quelle valeur au-dessus de mon axe. Je mesurais pour un point par-dessus mon axe quel est l'angle sous-tendu, donc l'angle entre l'axe vertical et le segment qui rejoint le côté de ma boucle. Maintenant, si je suis exactement au centre de ma boucle, ça correspond au cas où j'ai alpha égale 90 degrés. On l'a indiqué sur le schéma ici. Et à ce moment-là, ma formule devient simplement mu0 fois i sur 2r. Donc, je reviens, je prends la formule que j'ai ici. Alpha égale 90 degrés. Sin de 90, ça devient 1. Ben, sin de 90 à la 3, ça devient 1 fois 1 fois 1. Et ma formule devient encore plus simple, mu0 fois i sur 2r. Donc, il faut juste à garder en tête que ça ici, c'est un cas particulier du cas général qu'on a vu précédemment. On aurait pu également faire le calcul directement à partir de notre loi de Biot-Savart. Si on avait fait ça, on aurait simplement mis dB égale la formule de Biot-Savart encore. Θ aurait toujours été 90 degrés encore une fois. Et cette fois-ci, j'aurais fait mon intégrale, mais mon segment R, j'aurais pas eu besoin de l'exprimer en fonction d'alpha. J'aurais simplement trouvé R égale grand R. Ma distance entre le point d'étude et le côté, c'est simplement le rayon du cercle. Je fais mon intégrale et je retombe sur la même formule. Maintenant, si je veux déterminer l'orientation de ce champ magnétique-là, je vais utiliser une nouvelle règle à main droite qui est encore une fois très simple. J'enroule mes doigts dans la direction du courant. Mon pouce va me donner la direction du champ magnétique. Remarquez que cette règle-là est également cohérente avec simplement la règle du champ magnétique pour un fil. Ce qu'on a fait au départ, c'était notre règle à main droite pour un petit segment de fil. Ici, tous les segments de fil contribuent. Donc, si vous voulez regarder qu'est-ce qui se passe au centre, vous pouvez faire votre règle à main droite sur un bout du fil. Vous allez voir que lorsque vous mettez votre pouce dans la direction du courant, vos doigts s'enroulent dans le sens du champ magnétique et donc au centre, vous devriez toujours trouver un champ magnétique qui va vers le haut si j'ai une boucle comme ça dont le courant s'en va dans le sens
anti-horaire. Donc, les deux lois peuvent être utilisées. Vous pouvez utiliser une ou l'autre. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser celle qui est logique et qui fonctionne pour vous. Cependant, vous n'avez pas besoin nécessairement de mémoriser une nouvelle règle à main droite. Vous pouvez très bien utiliser celle que vous connaissez déjà. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai plusieurs tours de fil? On se rappelle que mon champ magnétique répond au principe de superposition. Et donc, si j'ai plusieurs boucles de courant que je peux considérer comme étant superposées, donc que l'épaisseur de ma boucle est suffisamment petite par rapport au rayon de courbure que je peux dire, regarde, j'ai 5, j'ai 10, j'ai 15 boucles de fil très fins, ben, je vais les considérer comme étant une seule je vais les considérer comme étant toutes au même endroit. À ce moment-là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est dire que mon champ magnétique total, ça correspond à n fois le champ magnétique d'une spire ou d'une seule boucle. Donc le champ magnétique pour n boucles, si je suis au centre de ces boucles-là, ça va être n fois l'équation pour une boucle. Et si jamais je suis quelque part par-dessus, ben ça va être n fois l'équation de quelque part par-dessus une seule boucle. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est tenir en compte combien de boucles j'ai. La dernière situation qu'on va voir maintenant, c'est celle où je n'ai, plutôt que d'avoir un nombre de fois ma boucle, donc disons d'avoir 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles superposées, qu'est-ce qui arrive si j'ai juste une fraction de boucle? Si j'ai uniquement une partie de la boucle, par exemple, prenons le cas où j'ai une demi-boucle ici, je pourrais déterminer facilement le champ magnétique, mais seulement au centre de cette boucle-là. Si je regarde quelque part au-dessus de la boucle, on va remarquer que au départ, j'avais mes champs magnétiques qui allaient dans toutes les directions qui s'annulaient 2 à 2. Cette propriété-là n'est plus vraie. Je n'ai plus mes champs magnétiques qui s'annulent 2 à 2. Donc, ma démarche que j'avais faite précédemment là, pour le champ magnétique au-dessus ne fonctionne plus. Et plus spécifiquement, si on regardait ici un champ magnétique causé par une demi-boucle, en toute logique, ce champ magnétique-là devrait avoir une petite composante horizontale. Il ne sera pas orienté directement vers le haut, il va être penché légèrement dans la direction où il y a mon fil. Ma règle à main droite me dit que ça devrait être incliné. Cependant, je ne serais pas capable de trouver facilement la norme de ce champ magnétique-là. Si je voulais le calculer, il faudrait carrément qu'à chaque fois, je refasse l'intégrale et ma formule va être beaucoup plus complexe. On ne fera pas ça dans le cadre du cours. On va s'intéresser donc uniquement à la situation où je suis au centre de ma boucle. Si j'ai une boucle de courant partielle, donc une fraction de boucle, et que je regarde au centre de la boucle, chaque composante, chaque élément dB, là, si vous voulez, si on revient à notre démarche précédente, là, chaque petit élément dB va pointer exactement vers le haut. Vous pouvez faire votre règle à main droite et vérifier que peu importe où vous êtes, l'élément de fil qui est ici, le champ magnétique qu'il crée, va être exactement perpendiculaire vers le haut ici. Et donc, mon champ magnétique dans cette situation-là va correspondre simplement à la fraction de la boucle qui est occupée. Si j'ai une demi-boucle, F va valoir une demi. Si j'ai un tiers de boucle, F va correspondre à un tiers. Et donc, B va être la fraction fois l'équation pour une boucle, tout simplement. Mais avec la limite, encore une fois, que cette équation-là est valide uniquement au centre de ma boucle. Donc, petit exercice, maintenant, je vous invite à regarder ce qu'on a ici. On a différentes dispositions de boucles avec des rayons différents. Donc, le plus petit rayon ici, ce serait un rayon de R. Ensuite, on a un rayon de 2R ici, une grande boucle avec un rayon de 3R. Je vous demande de déterminer quel va être l'élément ici qui va avoir le plus grand champ magnétique au centre, le deuxième plus grand, le troisième plus grand, et ainsi de suite. Donc, mettez la vidéo sur pause, réfléchissez-y, et on y revient dans 2 petites minutes. Donc, voyons la réponse ici. Donc, on va regarder là, le champ magnétique causé par chacun des segments de boucle, si vous voulez. On peut commencer par réaliser que tous les segments de fil droit ici ne contribuent pas au champ magnétique. Attention, non pas parce que c'est un segment droit, mais simplement parce que si on fait notre règle pour les champs magnétiques, pour les segments de champ magnétique, on est directement sur l'axe qui le prolonge. Donc même avec ma loi de Biot-Savart, je sais que je vais avoir une distance entre le point et le prolongement de la droite qui va être de 0.
et donc j'aurai toujours ici un champ magnétique nul. Mon champ magnétique est nul sur le prolongement du fil. Donc aucun de ces segments-là contribue. Il me reste tous les autres boucles de fil. Je sais que ma formule, ce sont toutes des boucles partielles, donc je vais utiliser la formule qui est ici, F fois mu0 fois I sur 2R. Donc je sais que plus mon rayon est petit, plus mon champ magnétique généré va être grand. L'autre élément qui va être important ici, ça va être dans quelle direction est-ce que le champ magnétique va être orienté. Donc, je peux faire ma règle à main droite sur chacune des boucles. Ici, si je pose par exemple que mon champ magnétique à chaque fois est horaire. Donc, qui est horaire sur la boucle extérieure, soyons plus précis. Horaire sur la boucle extérieure dans tous les cas. Ça veut dire qu'ici, j'aurai un champ magnétique qui est orienté vers l'intérieur pour ce qui est de ma boucle extérieure. Mais ensuite, mon courant s'en va en sens contraire, ce qui fait qu'ici, j'ai une soustraction de mes deux champs magnétiques. J'ai le champ magnétique causé par ma boucle externe qui va pointer vers l'intérieur et le champ magnétique causé par ma boucle interne va pointer vers l'extérieur. Simplement parce que mon courant, tiens, dessinons-le ici. Parce que mon courant ici s'en va dans cette direction-là, le courant ici s'en va dans cette direction-là. Ici, ça va aller dans cette direction-là, cette direction-là. Celle-ci, celle-ci. 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 OK. Donc ici, je sais que j'ai une soustraction. Dans tous les autres cas, si vous faites votre règle à main droite, vous allez trouver que le champ magnétique est toujours orienté dans la même direction. Le champ magnétique généré par ma grande boucle et mes petites boucles vont toujours aller dans le même sens. Donc nécessairement, là, B, C et D sont plus grands que A. Ensuite, je sais que mon champ magnétique, pour le même courant, ici le courant va être le même dans tous les fils, va être plus grand si le rayon de ma boucle est plus petit. C'est inversement proportionnel à mon rayon de courbure. Donc, si toutes mes grandes boucles sont les mêmes, ça veut dire que c'est la plus petite boucle ici qui va me générer le plus gros champ magnétique. Donc, je trouve que mon B va être le premier. Ensuite, j'ai le segment D, ma boucle étrange D, là, qui a une portion à la même distance que B, une portion à la même distance que D. Donc, il va y avoir un champ magnétique total au centre qui va être plus petit que B, mais plus grand que C. Ensuite, on aurait le champ magnétique causé par C. Et ensuite, on va avoir le champ magnétique causé par A. Donc, mes champs ici se soustraient. Et je trouve mon ordre final, le champ magnétique le plus grand étant celui qui est généré par ma boucle B. Un deuxième exercice que je vous invite à essayer rapidement, ce serait celui-ci. On a une boucle externe, donc entre B et C, on va avoir un segment de boucle. Entre A et D, on a une droite et on cherche quel est le champ magnétique généré au total au point P. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, revenir lorsque vous aurez une réponse à proposer. Donc la première étape ici, ça va être de déterminer que le champ causé par AB et le champ causé par DC, notre champ magnétique qui crée toujours une boucle autour, ça va être nul au point P. Donc je n'aurai pas besoin de regarder les contributions de AB et de CD. Regardons maintenant les contributions de BC et de AD. Le segment BC, c'est une portion de boucle de courant. En fait, j'ai le quart d'un cercle. Donc, je peux déterminer la norme du champ magnétique à l'aide de la formule ici. Et avec ma règle de la main droite, je suis capable de déterminer sens du courant. Le courant va de B vers C, que le courant va entrer dans la page au point P. Avec le système d'actes qu'on m'a donné, ça veut donc dire que je suis vers les cas négatifs. Donc, je suis vers les cas négatifs. Et c'est comme ça que je trouve mon équation ici. Finalement, je vais aller déterminer quel est le champ magnétique causé par mon segment AD ou DA. Mon courant passe de D vers A, ce qui fait qu'avec ma règle de la main droite, je pourrais tout de suite déterminer dans quelle direction il va être. Ce champ magnétique-là va être vers les K
positifs, donc vers les Z positifs lorsque je suis au point P. Et je peux déterminer sa valeur à l'aide de ma règle que j'ai déterminée au dernier cours. Donc, mu0 sur 4pi fois 1 fois le courant divisé par R fois la valeur absolue de sin de alpha 1 moins sin de alpha 2. Comme j'ai un segment ici qui est vers la gauche et l'autre segment qui est vers la droite, alpha 1 et alpha 2, il va en avoir un des deux qui va devoir être négatif. Donc ici, on a fait sin de 45 moins sin de moins 45. Ça me donne donc ma longueur totale. J'ai besoin de déterminer la distance entre mon fil, la distance la plus proche, perpendiculaire entre mon fil et le point P. Donc la distance R, graphiquement, je peux déterminer qu'elle est donnée par 1/2 fois racine de 2. Et avec toutes ces informations-là, je trouve la valeur. Le champ magnétique va avoir une norme de 1 microtesla ici. Donc j'ai 1 microtesla en K. Ici, là, je vois, il manquerait juste mon unité, 0,393 microtesla dans l'axe des K. Et donc, je fais mon addition des deux vecteurs. Ma somme des vecteurs va donc être 1 microtesla en K moins 0,393 microtesla en K. Et je trouve 0,607 vers les K positifs. En gardant en tête toujours que ici, tous mes champs magnétiques étaient orientés vers l'axe des Z, mais ma formule, ça reste une addition de tous les vecteurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est à chaque fois déterminer le vecteur B1, le vecteur B2, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était à la fois la formule qui me permet de déterminer le champ magnétique causé par une boucle de courant. Donc, on a besoin pour ça de déterminer le courant qui circule dans la boucle, le rayon de la boucle et non pas la distance à laquelle je suis au-dessus de l'axe, mais bien l'angle sous-tendu, donc l'angle fait par ma droite perpendiculaire, ma normale à la boucle et le segment qui rejoint ma boucle, l'angle alpha. On a vu le module au centre de la boucle, donc si je m'intéresse spécifiquement au milieu de la boucle, mon champ magnétique va être donné par mu0 fois I sur 2R. On a vu également que cette deuxième formule-là, c'est un cas particulier de la première. On a vu quoi faire si on a plusieurs spires superposés. Donc, si je suis au-dessus de l'axe d'un nombre de spires superposés, j'ai simplement à multiplier par n ma longueur et multiplier par le nombre de spires, la valeur du champ magnétique que je vais trouver. Et finalement, j'ai trouvé le champ magnétique causé par une fraction de boucle que je ne peux déterminer qu'au point C et non pas à un point au-dessus de l'axe et qui correspond à la fraction de la boucle fois le champ magnétique qu'on aurait trouvé pour une boucle complète. Donc voilà, ça ici, ça va correspondre à toutes les équations dont on va avoir besoin. On va également utiliser notre règle de la main droite pour réussir à trouver la direction du champ magnétique à chaque fois. Gardez en tête que ici, les équations qu'on a, c'est pour trouver la norme du champ magnétique. Il est de votre responsabilité ensuite dans les problèmes de trouver la direction dans laquelle ce champ-là est appliqué. Donc, je vous souhaite de bons exercices et on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler des solénoïdes.